de classe parmi les filières où les stocks de carbone sont les plus faibles. Donc, ce constat associé en fait au constat qu'on manquait de références en termes de teneur en carbone et d'impact des pratiques viticoles sur ces aspects fertilité organique des sols, dans une filière où en fait la variabilité des objectifs de rendement entraîne une grande diversité des pratiques, nous a amené en fait à mettre en œuvre ce réseau d'essais. Hop, je switch. Donc là, je vais vous le présenter un petit peu dans le détail parce que c'est là-dessus, c'est des résultats de ce réseau-là que je vais vous découler le reste de ma présentation. Donc en fait, en 2009, l'IFV, en partenariat avec la Chambre d'agriculture du Vaucluse, a mis en œuvre un réseau national de parcelles expérimentales donc au sein de 6 sites dans des conditions pédoclimatiques variées. Donc, ce réseau de parcelles, il avait 2 objectifs. Le premier objectif, c'était d'acquérir des références sur l'impact sur le sol et sur la vigne d'apport de différents types d'amendements organiques. Et le deuxième objectif qui a été donné à ce réseau d'expérimentation, dans un deuxième temps, à partir de 2017, c'était à travers le projet qui s'appelait OADMO et qui est financé par le CASDAR, c'était d'utiliser les données qu'on avait acquises pour paramétrer un modèle d'évolution des stocks de carbone organique dans les sols. Donc ma présentation, elle s'organisera en 2 temps. Je vais d'abord vous faire une petite synthèse des données acquises au terrain sur le réseau d'essai, et après je vous montrerai le modèle et les simulations qu'on peut faire avec. Donc juste pour vous expliquer le réseau en quoi il consistait. En fait, le principe, c'était de comparer des modalités où on faisait des apports organiques avec des modalités témoins sans apport, avec des protocoles de suivi communs à tous les sites. En revanche, en fait, les produits qu'on a appliqués sur les parcelles, ils étaient propres à chaque région, puisqu'en fait, on avait décidé de mettre des amendements organiques qui étaient issus de sources locales. Donc, en termes de modalités, vous voyez qu'on a des petits sigles, en fait. Donc, selon les sites, en fait, on apportait des composts de déchets verts, des composts du commerce, des composts de marc de raisin, donc qui pouvaient être avec différentes spécifications. Et dans les sites du sud-ouest, donc sur Fronton et sur Gaillac, on avait aussi une modalité en enherbement qui constitue également une forme d'apport organique. Sur toutes les modalités, y compris sur le témoin sans apport, on restituait systématiquement les boîtes taille au sol. La fréquence des apports, c'était tous les 4 ans. Et en fait, en termes de dose, on a également une grande variabilité des doses apportées selon les sites, puisque le calcul de la dose, il s'est fait en fonction de différents objectifs. Soit on cherchait à augmenter la teneur en carbone des sols, soit juste à compenser les pertes par minéralisation en matière organique. Donc ça, c'était déjà un choix qui se faisait site par site. Et en fait, en fonction ensuite de l'objectif qu'on avait, on calculait la dose en prenant en compte le type de sol et les caractéristiques du produit, et notamment la teneur en carbone du produit et l'ISMO, c'est-à-dire la part de carbone stable du produit, pour soit augmenter la teneur en matière organique du sol, soit simplement compenser les pertes. Ce qui fait qu'on a eu sur du coup la période de projet que je vous présentais de 8 ans, donc de 2009 à 2017, 2 apports d'amendements organiques qui ont correspondu en cumulé, selon les sites, de 10 à 130 tonnes de matière fraîche par hectare sur 8 ans. Donc une grande variabilité entre les sites. Donc là, simplement un tableau qui récapitule les doses qui ont été apportées sur chaque site. Donc je ne vais pas re-rentrer dans le détail, si ce n'est que pour que vous voyez qu'il y a une variabilité du coup des doses apportées selon les sites. Là, j'ai fait le focus sur les sites Occitanie, en lien avec l'organisation de la conférence, en fait. Et juste un mot pour vous repréciser. Donc là, je vais vous présenter des résultats qui sont issus du cumul de 2 apports sur 8 ans. Et qu'en fait, notre objectif était qu'à l'échelle de chaque site, quand même, on amène, même si les quantités de produits en termes de tonnage en matière fraîche sont différentes, l'objectif était d'amener sur un site les mêmes teneurs, les mêmes quantités de carbone stable à l'hectare. Voilà. Donc, la première partie de ma présentation, ça va être quels sont les résultats au terrain de ces différentes modalités d'apport. Donc, je vais d'abord vous
représenter qu'est-ce qui se passe en termes de teneur en carbone, d'évolution de la teneur en carbone dans les sols. Donc la teneur en carbone, elle est corrélée à la teneur en matière organique et elle s'obtient par simplement l'analyse de sol et elle s'exprime en grammes par kilo. Donc là, les résultats que je vais vous présenter, c'est l'évolution après 8 ans sur l'horizon 0,15 cm. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à l'échelle du réseau, on a eu des difficultés à mettre en œuvre des différences significatives d'évolution, d'augmentation, en fait, une augmentation significative de la teneur en carbone avec les apports organiques. On voit là l'exemple du site de Fronton, où on voit qu'il y a une tendance, en fait, avec les différents amendements, que ce soit l'enherbement ou les composts, à une augmentation de la teneur en carbone organique, mais ça n'était pas statistiquement significatif. Là, sur le graphe à droite, ça reprend les résultats de tout le réseau. Et ils sont exprimés, en fait, chaque point, c'est une modalité sur un site, et c'est l'écart de variation de teneur en carbone organique du sol après 8 ans d'essai par rapport aux témoins. Donc, si on est sur le 1, sur la ligne 1, ça veut dire que la modalité amendée ne présente pas d'écart par rapport aux témoins. Et c'est représenté au niveau des abscisses en fonction de la quantité de carbone stable qu'on a amené via l'amendement. Donc, on voit que selon les sites, on a une grande variabilité, qu'on a une tendance en fait au fait que plus on a amené de carbone stable, plus on a augmenté la teneur en carbone organique du sol. Mais c'est difficile à mettre en œuvre de manière très, très significative. Et ça, c'est lié au fait, à plusieurs éléments. C'est déjà d'une part que finalement, 8 ans, ça paraît long, mais qu'à l'échelle de ce qui se passe dans le sol et surtout de l'évolution du stock de carbone organique, c'est pas si long. Voilà, ça reste une période assez courte. Et surtout, on a fait des apports qui étaient relativement modérés. On n'est pas parti sur des apports massifs, mais des apports qui correspondaient en fait à ce qu'on peut faire dans la pratique. Et après, le deuxième point, c'est que le carbone dans le sol, il présente une grande hétérogénéité spatiale et que même si on fait les prélèvements du mieux qu'on peut, cette hétérogénéité spatiale, elle entraîne des difficultés à avoir des évolutions qui sont statistiquement significatives. Donc, évolution difficile à voir sur le court terme. On s'est intéressé à d'autres indicateurs, et notamment ce qui se passe au niveau biologique. Donc là, ce qui est représenté, c'est les teneurs en matière organique vivante dans le sol, donc en milligrammes de carbone par kilo, toujours après 8 ans. Et donc la matière organique vivante, en fait, ça correspond à la biomasse microbienne dans le sol qui a été mesurée là par la méthode de fumigation-extraction. Et donc on voit bien sur ces deux exemples, à Fronton ou en Val-de-Loire, que par rapport aux témoins, là, dans tous les cas, en fait, on a une augmentation qui est significative et quasi systématique de la matière organique vivante avec les apports organiques. Donc là, on considère que finalement, cet indicateur biologique, ça pourrait être un indicateur précoce de changement par rapport à la mesure des teneurs en carbone. Un petit focus sur le site de Gaillac. Sur le site de Gaillac, en fait, on avait, comme sur le site de Fronton, une modalité enherbée en plus des modalités avec les amendements organiques. Donc là, ce qu'on voit, c'est que finalement, on ne retrouve pas forcément cette augmentation de la matière organique vivante avec les amendements organiques, mais par contre, elle est assez flagrante avec la modalité enherbement. Et ce qui s'est passé sur le site de Gaillac, c'est qu'un site qui initialement était entretenu par travail du sol, donc maintien dans le sol nu tous les interrants, en cours d'essai, il a changé. Et le viticulteur, à partir de 2013, a enherbé un interrant sur 2, toutes les modalités. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'en plus, là, du coup, ces chiffres-là, c'est ce qui a été mesuré avec les amendements organiques, les chiffres de gauche, en fait, mais sur les modalités amendées avec des amendements organiques. Et en fait, on a refait la mesure, donc je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais du coup, les modalités TENH et CDV-ENH. Donc TENH, c'est le témoin sans apport, mais sur un interrant enherbé. Et CDV-ENH, c'est l'apport de compost de déchets verts, mais on fait la mesure sur l'interrant qui a été enherbé. Et finalement, on voit que dans tous les cas, l'enherbement a eu un impact positif sur l'évolution de la biomasse microbienne et plus important que l'apport d'amendements organiques. Donc là, une des hypothèses qu'on a émises, c'est que le carbone apporté par les couverts végétaux, par l'enherbement, était sous une forme plus labile et donc plus facilement accessible à la biomasse microbienne, ce qui explique ces augmentations. Donc là, je ne vais pas pouvoir, vu le temps imparti, vous présenter toutes les données terrain qu'on a eues. Donc je vous en fais un petit bilan rapide avant de passer aux simulations avec le modèle AMG.
Donc, ce qu'on a pu voir, c'est que quand même, en fait, tous ces apports organiques, ils ont eu des effets sur le sol, en termes de teneur en carbone, de teneur en matière organique vivante, mais aussi, on a pu mettre en évidence des augmentations de la CEC, du pH et des augmentations de teneur en éléments minéraux, donc potassium, magnésium, phosphore, potassium, magnésium, parce que les amendements organiques, ils n'amenaient pas que du carbone, mais ils amenaient aussi ces éléments-là. Mais en fait, on a vu qu'à l'échelle d'un réseau national, on avait une énorme variabilité suivant les sites, en lien avec les conditions pédoclimatiques, mais aussi les doses apportées qui étaient adaptées à chaque site. On a pu mettre en évidence que l'enherbement permettait une augmentation du taux de carbone qui était plus modéré, mais avec un effet plus important sur la biologie du sol. Alors là, ce n'est pas l'objet de cette présentation, mais on a aussi mesuré les effets sur la vigne, qui étaient globalement peu marqués. Ceci dit, ce n'était pas l'objectif initial d'avoir des effets sur vigne, puisqu'on a apporté des amendements qui apportaient du carbone plutôt stable. Cependant, on a quand même pu mettre en évidence sur certains sites des augmentations de la vigueur avec les apports d'amendements organiques. Et en plus de tout ça, donc notre réseau, il a permis de confirmer que l'enherbement, il permettait de stocker du carbone, et on a pu confirmer les proportions qui avaient été calculées par l'étude de Pellerin et Tal, donc de l'INRA en 2019, qui retrouvait des apports de carbone par l'enherbement de l'ordre de 300 kg par hectare et par an. Et nous, sur notre réseau, finalement, on s'est aperçu qu'on était entre 300 et 400 kg par hectare et par an. Donc, on a confirmé les données existantes. Sur ce réseau-là, on n'a pas mesuré d'autres impacts qui pourraient être liés à l'augmentation du taux de matière organique, donc notamment en termes de qualité physique, stabilité structurale et porosité. Bon, voilà, on ne peut pas tout faire, mais ce serait intéressant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là, je vous ai fait un peu une image à T plus 8, mais en fait, on a continué le suivi sur certaines parcelles au-delà de 2017, et on continue le suivi encore sur une partie des parcelles de ce réseau. Donc là, je vais passer à la deuxième partie de ma présentation, qui va concerner plus précisément le stockage du carbone dans les vignobles, enfin le stockage du carbone. Donc jusqu'à présent, je vous parlais de teneur en carbone, et là, je vais vous parler de stock de carbone, donc plutôt de quantité de carbone qui vont là s'exprimer en tonnes de carbone par hectare. Donc pour s'intéresser au stock de carbone, toutes les données qu'on a récoltées sur le réseau MO, elles ont servi à paramétrer un modèle qui s'appelle le modèle AMG. Donc AMG, ce sigle en fait, il a été donné, il fait référence aux initiales des noms de famille des concepteurs du modèle. Donc le modèle AMG, c'est un modèle de bilan humique. Et là, on l'a paramétré et validé pour l'utiliser en viticulture. Donc, il fait le bilan humique. Donc, pour faire très simple, vous expliquer très simplement son fonctionnement. En fait, on va retrouver à gauche tout ce qui va rentrer, toutes les entrées organiques à la parcelle. Donc, ça va concerner les entrées en lien avec la vigne elle-même, donc la restitution des bois de taille, le retour des feuilles au sol, les racines, mais également les entrées via un enherbement éventuel et tous les apports exogènes qu'on peut faire, fumier, compost, etc. À droite, on va retrouver tout ce qui sort. Donc, une partie de ces restitutions organiques, elles vont se minéraliser et donc elles vont donner lieu à une émanation de CO2. Et il y en a une partie qui va être intégrée au carbone stable du sol. En parallèle à ça, en fait, on a une minéralisation continue de la matière organique dans le sol qui est calculée à travers un coefficient de minéralisation, le coefficient K, qui va dépendre en fait à la fois des conditions climatiques, notamment de la température annuelle du site considéré, mais également de paramètres en lien avec le sol, et notamment la texture du sol. Donc le modèle AMG, en fait, il va faire le bilan entre ce qui rentre et ce qui sort pour nous donner une simulation de l'évolution des stocks de carbone organique à très long terme. Donc nous, le modèle AMG, une fois qu'on l'a paramétré pour la vigne, on s'en est servi pour faire des simulations sur des cas types qu'on a créés, qu'on a imaginés autour des vignobles qui faisaient partie du réseau MO et pour lesquels on a imaginé plusieurs scénarios. Donc en fait, on va avoir un vignoble donné. Pour ce vignoble donné, on choisit un type de sol représentatif et là, on établit un scénario de base qui correspond en termes de pratique, de conduite de la vigne,
en fait, aux pratiques représentatives de viticulteurs de ce vignoble. Et sur la base de ce scénario-là, on va pouvoir faire varier les pratiques pour avoir différents scénarios alternatifs, autant qu'on veut, mais bon là, nous, dans le cas pratique, on s'est limité. Et on va faire des simulations, et on a fait des simulations soit donc des simulations de l'évolution du stock de matière organique, soit avec les climats actuels. Donc là, on s'est basé sur la moyenne des données météorologiques sur les 10 dernières années, soit des simulations avec un scénario de changement climatique. Et là, on s'est basé sur le scénario du GIEC, le RCP 4.5, qui, bon, à l'origine, quand il a été établi, était un scénario plutôt pessimiste, mais qui aujourd'hui est considéré comme un scénario plutôt optimiste en termes d'évolution des températures et des accidents climatiques. Donc là, ce que je vais vous présenter, c'est j'ai choisi deux cas types dans la région Occitanie, un plutôt sud-ouest et un plutôt sud-est, et on va voir ce que ça implique en termes, quelles sont les sorties d'AMG et comment évoluent les stocks de carbone organique en fonction de différentes pratiques. Donc le premier cas type, c'est un cas type dans le sud-ouest qui pourrait correspondre à une parcelle dans les vignobles de Fronton ou de Gaillac. Donc on est sur un sol plutôt de type limoneux avec une teneur en matière organique relativement faible, de 1,7%, et un sol qui n'est pas caillouteux. Donc après, on va avoir des caractéristiques de vignoble et de climat qui sont décrites ici et qui correspondent à ce qu'on trouve dans la réalité. Et donc, en fait, tout ça, là, le type de sol, vignoble et climat, ça ne bouge pas dans le modèle. Ce qu'on va faire bouger selon les scénarios, c'est juste les pratiques. Donc, les pratiques de base, en fait, en termes d'entretien du sol, c'est un enherbement permanent. Et en termes de retour au sol, c'est le retour des bois de taille et un apport de compost du commerce à la dose de 10 tonnes par hectare tous les 4 ans. Et donc, les caractéristiques de cet amendement, c'est 54% de matière organique sur brut et un ISMO de 60. Par rapport à ces scénarios de base, on va avoir 3 scénarios alternatifs. Le premier scénario alternatif, c'est qu'on garde les mêmes apports exogènes, mais on change l'entretien du sol. Au lieu d'avoir un enherbement permanent tous les interrants, un interrant sur 2, on met un engrais vert, en fait. Le deuxième scénario alternatif, c'est même mode d'entretien du sol que le scénario A, mais en fait, on va avoir un amendement qui sera un compost de marc de raisin au lieu d'avoir un compost du commerce. Donc là, on augmente la dose en lien avec le fait que la teneur en matière organique sur brut est plus faible. En revanche, on a un ISMO plus élevé. Et le dernier scénario, finalement, c'est on a le même type d'entretien du sol, mais on supprime tous les apports exogènes. Qu'est-ce que ça donne au niveau des simulations des stocks de carbone? Donc là, ce graphique-là que je vous présente, en fait, c'est l'évolution des stocks de carbone sur cette parcelle selon les différents scénarios. Donc sur l'horizon 0,30 cm, à gauche, en ordonnée, vous avez le stock de carbone organique en tonnes de carbone par hectare. En abscisse, donc on est à l'échelle de 50 ans, vous avez le temps. Et en ordonnée, mais par contre, sur la droite, vous avez en fait les correspondances pour cette parcelle-là, ce type de sol-là, en termes de taux de matière organique par rapport au stock de carbone. Donc là, ce qu'on voit, c'est que le scénario de base, en fait, il permet déjà une augmentation des stocks de carbone à 50 ans qui est non négligeable, en fait, et qui est de l'ordre de 10 tonnes. Et que finalement, par rapport au scénario de base, le scénario A, qui était celui sur lequel on remplaçait l'enherbement permanent, un interrant sur 2 par un engrais vert, ils sont complètement fondus l'un sur l'autre, parce que les quantités apportées en termes de carbone par l'enherbement permanent ou par l'engrais vert, finalement, d'après le modèle, elles sont assez similaires. Mais ce qui va changer, c'est que dans le cadre de l'engrais vert, le carbone il va plutôt être apporté par les parties aériennes, majoritairement par les parties aériennes, alors que l'enherbement permanent, c'est plutôt les parties souterraines qui vont contribuer au stockage du carbone. On voit avec le scénario B que là, en fait, quand on change le type d'amendement organique qu'on apporte, on a une forte augmentation du stockage du carbone. Donc là, on passe du compost commercial au compost de marc de raisin. Et ça, c'est très en lien avec en fait, les doses qu'on a apportées qui étaient beaucoup plus importantes et le fait qu'on avait un ISMO plus élevé, donc une part de carbone stable apportée plus importante. Le scénario C, c'est le scénario où on fait que l'enherbement et pas d'amendement. Et là, on voit qu'on stocke pas tant, ça pourrait être un peu décevant, mais du coup, pour relativiser cette courbe-là, on a remis la courbe rouge, où là, en fait, on a mis cette courbe rouge qui correspond à un désherbage total.
et qui nous permet de voir que finalement, l'enherbement nous permet quand même de stocker du carbone. Donc là, je passe rapidement parce que je ne veux pas non plus exploser le temps, mais on a fait le même type d'exercice pour un vignoble du Languedoc. Donc, ce qui change, là, on est à peu près sur le même type de sol. Par contre, on est sur un sol qui correspondait plutôt à un vignoble type costière de Nîmes. Donc, on a énormément de cailloux. Et on est sur un scénario de base où on n'a pas d'enherbement. Voilà. Et là, donc, du coup, dans les scénarios alternatifs qu'on a testés, on a mis un enherbement temporaire. Et après, on a 2 scénarios où on a enlevé, soit on a enlevé les amendements organiques, et soit on n'a pas du tout d'enherbement, soit on a juste un enherbement. Donc, on refait le même type d'exercice. Et là, on voit que, en fait, on n'est plus du tout sur les mêmes niveaux de stockage de carbone que sur la précédente parcelle, en lien avec le fait que sur cette parcelle-là, on n'est pas dans le même climat, puis surtout pas sur le même type de sol, donc on a moins de terre fine. Et on voit que sur une parcelle avec un faible taux de matière organique au départ, déjà, le scénario B qui correspond à juste le retour des bois de taille au sol, ça permet un stockage de carbone non négligeable à l'échelle de 50 ans. Que le fait d'enherber, donc ça c'est le scénario C, ça nous permet déjà d'augmenter de 2 tonnes par hectare ce stockage de carbone, et que si en plus de ça on amène des amendements organiques, alors là sur un type de sol avec une faible teneur en matière organique, on arrive à stocker quand même pas mal de carbone. Pour terminer, donc tout ce que je vous ai montré, c'était des simulations paramétrées avec le climat actuel. Donc là, pour coller avec le thème de la conférence et vous montrer un peu ce qui se passerait si on prend un scénario où on prend en compte le changement climatique, on voit que finalement, la hiérarchie entre les pratiques, elle est conservée, mais au final, à l'échelle de 50 ans, on stocke moins de carbone dans un scénario de changement climatique, en lien avec le fait que l'augmentation des températures et l'augmentation et la variabilité des épisodes pluvieux tendent plutôt vers une augmentation de la minéralisation et donc un moindre stockage. Donc en termes de conclusion et de perspective, on voit que le modèle AMG, il est capable de simuler correctement des parcelles viticoles, donc c'est intéressant pour faire des scénarios de pratique. Et on voit aussi qu'on a une marge de manœuvre pour stocker du carbone dans les sols viticoles qui n'est pas négligeable. Le modèle AMG, aujourd'hui, il est disponible, il a été intégré dans un outil IFV qui permet de calculer l'empreinte carbone de l'exploitation. Et donc, il est disponible dans le cadre de cet outil-là. Et les cas types que je vous ai présentés, ainsi que d'autres cas types à l'échelle nationale, vont être prochainement mis en ligne sous forme de fiches sur le site de l'IFV. Voilà, et juste pour finir, le paramétrage du modèle AMG, il y a pas mal de paramètres qui sont importants, comme la quantité des bois de taille ou la biomasse qui rentre par l'enherbement, et sur lesquels on est toujours en train d'acquérir des références pour toujours améliorer le modèle. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et je remercie tous les financeurs qui ont permis de rendre ces études qui, sur le long terme, réalisables. Merci beaucoup, Laure, pour cette présentation qui nous montre bien l'impact que peuvent avoir nos pratiques sur le stockage du carbone dans nos sols et notamment à long terme. Et on va tout de suite rebondir avec l'intervention de Cyril Cassarini, conseiller viticole à la Chambre d'agriculture du Gard, qui va rebondir sur quelques slides de Laure en nous rappelant bien que le contexte pédoclimatique va jouer sur le choix des pratiques et notamment le choix des amendements et des couverts végétaux. Et Cyril, du coup, je vois que tu as bien projeté ton écran et c'est parti. Juste une seconde avant, pensez que vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions et réponses en haut de vos écrans d'ordinateur. Et Cyril, tu peux y aller. Bonjour à tous. Donc, adapter ces apports de matière organique aux différents contextes pédoclimatiques, vaste programme. Donc, je vais traiter en premier du climat, essentiellement du climat méditerranéen. Quel amendement organique et les différents types de sols où j'ai essayé de faire plusieurs classes qui sont à peu près majoritaires. Donc, comment gérer la fertilité du sol en zone méditerranéenne?
Donc, des évolutions climatiques qui vont impacter le cycle de l'azote. L'azote est présent dans les sols sous deux formes principales, organique et minérale, ammoniacale et nitrate. La vigne absorbe uniquement la forme nitrate, hein, et cette forme de l'azote présente l'inconvénient d'être lessivable. Le climat impacte le cycle de l'azote avec deux paramètres, je dirais, majoritaires, les précipitations et la température. Donc, les précipitations, selon leurs intensités et leur période, elles peuvent provoquer la lixivation des nitrates ou la minéralisation de l'azote. Cette minéralisation, c'est la transformation des composés azotés organiques en azote minéral sous l'action des micro-organismes qui la dégradent. Les températures, elles ont un rôle donc en milieu humide, hein, c'est bien connu que l'azote se minéralise quand on a de la chaleur et de l'humidité. Depuis quelques années, on fait des suivis dans les zones de captage prioritaires avec des nitratests, avec mon collègue Yves Noué, c'est lui qui fait ça. Donc des suivis de teneur d'azote dans les sols post-vendange. Et on a remarqué que ça pouvait provoquer la minéralisation de l'azote, même en période de canicule et en absence de pluie. Donc, pour illustrer mon propos, là, c'est un graphique de mesure de reliquat azoté post-vendange, hein, où vous avez plusieurs années, 2018, 2019, 2020 et 2022, où on voit que les années très chaudes et très sèches, en post-vendange, on a une minéralisation terrible. Ça, on l'a vu aussi sur l'année 2027, et on a le même profil en 2023 et 2019. Donc, une absence de pluie et un reliquat azoté énorme au mois de septembre. Donc, ce risque de lixivation a pour principale conséquence, donc l'hypothèse, c'est que la canicule provoque une libération très forte d'azote dans les sols, donc ça a des conséquences multiples. Un, le décalage de la fourniture en besoin de la vigne, hein, donc des excès de vigueur, des explosions notamment de mildiou, un danger d'approvisionnement de l'azote organique du sol, parce que bon, on pense que cette explosion d'azote post-vendange, c'est juste le lien avec la mort de la biomasse microbienne qui meurt avec l'excès de chaleur. Et bien sûr, un risque de lixivation des nitrates. Donc, quel amendement organique pour pallier à ces nouveaux phénomènes climatologiques? Donc, des matières fertilisantes d'origine végétale ou en mélange qui sont riches en carbone, destinés à la reconstitution du stock de matière organique du sol, qui ont un rôle sur la propriété physique, biologique et chimique. Réglementairement, les amendements sont faibles, ont des teneurs faibles en éléments fertilisants, puisqu'ils sont inférieurs à 3% d'azote, de phosphore et de potasse. Le maintien des teneurs en MO par rapport aux amendements, ça permet d'augmenter la capacité d'échange des éléments minéraux, la CEC, d'augmenter l'activité biologique des sols et d'améliorer la structure du sol, donc augmenter la porosité, on pourra mieux stocker de l'eau et de l'oxygène. Donc, les indicateurs agronomiques pour caractériser les amendements organiques. Donc, vous avez la matière organique. La teneur en matière organique, elle regroupe l'ensemble des composés organiques du produit. Le C sur N, plus il est faible, plus il est riche en azote et va se minéraliser rapidement, c'est donc plutôt des engrais. Si vous avez un C sur N qui est élevé, il y aura une dégradation plus lente et on peut aussi potentiellement avoir un risque de fin d'azote. L'ISMO, l'indice de stabilité des matières organiques, qui correspond au pourcentage de la matière organique stable rapporté à la teneur en matière organique totale du produit. Plus l'ISMO va être élevé, plus il va contribuer à l'enrichissement du sol en humus. Exemple d'ISMO et de C sur N. Là, j'ai pris des données, j'irais un peu moyennes, parce que d'un produit à l'autre, ça peut varier. Donc, un compost de marc de raisin
il va avoir une ISMO de 74%, c'est sur N de 10. Ça veut dire qu'il y aura pas mal d'azote et moins de carbone. Si on prend une compost de déchets verts, on va avoir des ISMO de 50 à 70% avec des C sur N de 19. Excusez-moi. Donc, le choix des amendements organiques. Comment améliorer le taux d'humus du sol de façon significative? Ça sera par des apports de masse de compost de végétaux ou de fumier composté. Alors pour les fumiers, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y en a différentes sortes, mais en tout cas, ça reste toujours très intéressant. Qui aura un C sur N élevé et une ISMO élevée. Pensez à un truc, c'est remonter de 1% le taux de matière organique d'un sol, ça équivaut à 35 tonnes d'humus stable à l'hectare, ce qui va équivaloir en apport à 100 tonnes de compost de déchets verts, 165 tonnes de marc de raisin, des fumiers compostés, ça variera, mais ça sera aussi dans les 100 tonnes, et à 180 tonnes de déchets verts broyés. Alors j'en parle parce que ceux-là, ils sont pas chers, voire souvent, on veut nous les redonner gratuitement. Donc, tous ces apports ont un coût financier important. Pour limiter ces coûts, on peut déjà aussi créer de la biomasse par de la photosynthèse dans les parcelles. Donc, pensez à une chose, c'est avant plantation, de toujours implanter des couverts au moins 4 ans. Donc, ça peut être des luzernes, ça peut être des sainfoins ou des mélanges. L'avantage, c'est que vous allez stocker du carbone, vous allez restaurer la vie biologique du sol et vous allez avoir un travail du sol en profondeur, surtout sur les luzernes, parce qu'elles descendent très profond. Sur des vignes en place, des couverts hivernaux spontanés pour la fertilité du sol. Là, pour illustrer mon propos, c'est des photos sur la zone des Margues, sur des vignes jeunes. Là, vous avez du Typotaxis uricoides, les ravenelles, hein, le nom vernaculaire. Donc, vous voyez qu'en décembre, ça ne lève pas beaucoup, et vous repassez en février. Là, vous avez, en termes de biomasse, c'est gratuit, et vous en avez un paquet. Vous en avez beaucoup. Alors, on n'a pas fait de méthode merci parce que ce n'est pas dans la moulinette, mais on peut dire qu'on est à 8-10 tonnes de matière fraîche hectare, bon poids. Si on regarde ces couverts hivernaux spontanés pour la fertilité du sol, donc ça permet de limiter l'érosion, donc le lessivage des nitrates. Dans le même temps, ça permet d'améliorer le taux de matière organique. Il faut bien sûr éviter de travailler les sols après vendange et laisser pousser. Donc vous allez avoir donc des ravenelles, Diplotaxis ericoides, vous aurez des moutardes sauvages, Synapsis arvensis, et vous aurez après des margales, ce qu'on appelle l'Olium pérenne, qui est une graminée. Il faut les conserver de mars à septembre et la destruction se fait avant débourrement par broyage-discage ou après. Vous pouvez aussi également mettre des moutons, des troupeaux dedans, il n'y a aucun souci. Ça fait un bon nettoyage. Les essais, donc voilà, ça c'était sur la partie qui coûterait pas cher. Pour illustrer le propos compost de déchets verts et déchets verts broyés, là, je vais vous présenter un essai qui a été fait par mon collègue Yves Noué de valorisation des MAFOR. Hein. Les MAFOR, l'acronyme, c'est matières fertilisantes d'origine résiduaire. Donc, c'est un comparatif compost de déchets verts et compost et déchets verts broyés, mis sur une parcelle. Donc, l'objectif global des matières organiques pour savoir qu'est-ce qui va retourner au sol. Le but, c'est de favoriser les pratiques permettant d'améliorer le stockage de carbone et suivre l'évolution de ces apports au niveau du sol. Donc, ce qui a été fait, c'est un épandage sur 2 placettes en octobre 2022, avant plantation, 130 tonnes de compost de déchets verts fermiers, environ 100-120 tonnes de déchets verts broyés, mais là, la société ne nous a pas trop fourni les bordereaux de livraison, et une plantation au mois de mars. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir l'année de la plantation, en 2023, quand ça a été planté, on voit que sur les 2 placettes, déchets verts ou déchets verts compost fermier ou déchets verts bruts, au mois de juin 2023, tout était à peu près bien consommé.
Si on regarde sur les mesures de nitrate test, donc là, vous avez des courbes, c'est la courbe d'azote, la courbe vert foncé, c'est l'azote absorbé par la vigne, vert clair, c'est ce que libère le sol, hein, ça c'est des trucs classiques. Et vous avez eu 3 mesures de nitrate test, une mesure un peu T0 en décembre 2022 sur les deux placettes différentes où on voit qu'on a très peu d'azote, autant dans le déchet vert broyé que dans le compost de 6 unités. Après, il y a une mesure le 19 juin, où là, on voit qu'on a beaucoup plus d'azote dans le compost de déchets verts que dans le déchet vert broyé, et une mesure post-vendange, où là, on voit que également, on est aussi dans les deux cas supérieurs à la moyenne, c'est une bonne moyenne pour les deux cas. On voit que dans les déchets verts broyés, comme dans le compost de déchets verts, on a pas mal d'azote. Pareil, un autre essai, donc sur des couverts végétaux. Là, c'est l'agriculteur qui a semé un blé dur donc, dans nos placettes de compost et de déchets verts broyés, où on a voulu, par une méthode merci, estimer la quantité de biomasse et d'azote qui était immobilisée. Donc sur le déchet vert fermier, on voit que ça pousse quand même mieux, c'est plus vert et plus vigoureux que sur le déchet vert broyé. Si on regarde en termes de matière brute, on voit que dans les composts, on est quasi à 10 tonnes de matière brute, et en matière sèche, on est à 3-4 tonnes. Si on regarde sur le déchet vert broyé, on est inférieur. Pareil sur l'azote piégé, on a plus d'azote piégé dans le compost de déchets verts broyés. On est aux alentours de 60 unités par hectare, alors que sur le déchet vert broyé, on est légèrement inférieur. Voilà sur ces choses éclairantes sur les différences. Alors je mets l'accent là-dessus pour la question économique, c'est-à-dire que si on veut vraiment remonter le taux de matière organique, il faut faire des apports de masse, donc des produits. On va essayer de trouver les produits les moins chers possibles pour avoir le meilleur résultat. Alors j'ai éclaté ça sur les préconisations, les types de sols. Donc j'ai fait 3 classes de sols, des sols sableux, très sableux, donc vous avez soit plus de 50 à 70% de sable, peu de matière organique, moins d'1%, peu d'argile et peu de limon. Une autre classe de sol, je dirais équilibrée, c'est-à-dire vous avez 18-20% d'argile, 50% de limon et entre 2 et 2,5% de matière organique, ça c'est les sols qui vont bien. Et la dernière classe, c'est les sols, je dirais, qui sont équilibrés au niveau argile-limon, mais qui sont faibles en matière organique et bien sûr qui auront besoin de plus d'attention. Donc si on passe sur les sols dits sableux, donc CEC faible, l'AMO on est entre 0,4% et 1% difficilement. Dans ces types de sols, vous avez deux sous-classes. Les sables de zone littorale, qui ceux-là sont posés sur une lentille d'eau douce, qui sont sans restriction hydrique, soumis à l'érosion éolienne et avec potentiellement de la salinité, et les sables de coteaux, c'est-à-dire ça c'est plutôt les zones d'appellation qui n'ont pas de réserve hydrique, soumis à une très forte érosion, plus de stress thermique, et souvent qui sont bourrés aussi, ça je ne l'ai pas noté, mais de cuivre, parce qu'il y a un lourd passif viticole, il y a une accumulation de cuivre, ce qui a un impact sur la vie biologique. Donc sur ces sols sableux, ils ont pour caractéristique de décomposer très vite les amendements organiques parce que dans les sables, ça se réchauffe vite, donc c'est très vite consommé. Il y a pour une possibilité de retenir de façon pérenne, de remonter de façon pérenne le taux de MO, on sera toujours assez faible. Donc il faudra faire des apports fractionnés et réguliers afin de maintenir un taux de 1,1, 1,3 et mieux si on part de pas trop bas. Attention aux apports massifs, parce qu'après, là, on peut avoir de fortes minéralisations, surtout dans la zone des sables où c'est toujours humide. Et donc après, ça peut être des nitrates qui repartiront à la nappe. Donc si on regarde pour les apports d'automne sur ce genre de sol, on peut faire des engrais verts semés d'automne, plutôt à dominante de graminées avec des légumineuses. Les graminées, c'est pour la stabilité.
Il faudra les détruire et les enfouir au début du printemps ou envoyer des moutons. Pas les laisser permanents pour la simple et bonne raison, c'est si vous êtes dans les sables, il n'y aura pas la contrainte hydrique, mais vous aurez la contrainte azotée et vous aurez enfin, il n'y aura plus rien qui va pousser. Dans les zones de coteaux, vous aurez les deux contraintes, hydrique et azotée. Donc vous serez, dans un premier temps, faire des engrais comme ça, obligé les premières années de les détruire avant qu'il y ait un rétablissement. Sur les amendements sur vignes en place après vendange, d'origine végétale et ou animale compostée, donc des composts de déchets verts 10 tonnes hectare, marc de raisin 8 tonnes. Je rappelle que le marc c'est bourré de potasse, donc si on en met beaucoup, on fait monter le taux de potasse. Et des fumiers pailleux compostés à 10 tonnes hectare. Pour les apports de printemps, si la vigueur est faible sur ce genre de vigne, on pourra mettre des fumiers bovins, ovins, frais, peu pailleux pour profiter de l'azote, des fumiers de volaille, des bouchons organiques, tout ça pour un apport de 40 à 60 unités en fonction de ce que vous voulez faire en rendement. Avant plantation, alors là, juste sur les sols, zones sable littoral où il y a des salins, si vous avez des parcelles avec beaucoup de salinité, ne forcez pas sur des amendements organiques parce que vous piégez le sel. Et ce sel-là, s'il est piégé dans le complexe matière organique et le peu d'argile, il redescend plus difficilement et vous avez plus de phyto de sel. C'est un peu bizarre, donc il faut limiter ces apports-là. Si vous êtes sur des zones de coteaux, dans ces cas-là, vous mettrez 30 à 50 tonnes hectares de compost de déchets verts, 20 à 40 de marc de raisin et 30 à 50 de fumier pailleux bien composté. Pour ce qui est des déchets verts, avant plantation, ça peut être une option aussi. Pensez à le faire au moins un an avant pour ne pas avoir de fin d'azote. Toujours pareil, avant plantation, sur ces sols-là, vous pouvez, pour ce qui est dans la zone des sables, et notamment pour l'érosion éolienne, hein, sinon vous aurez des dunes dans les parcelles, ça peut être des luzernes, des sainfoins ou autre chose. Pour les sables de coteaux, quand vraiment on est sur des taux de matière organique en dessous de 0,3, 0,4, le problème, c'est qu'il n'y a rien qui pousse. Vous semez, mais il n'y a rien qui va lever. Donc il faudra passer par la case apport d'amendement organique avant plantation et semer après pour que ça pousse, sinon le semis, ça risque d'être un échec. Pour ce qui est des sols équilibrés, on aimerait avoir plus souvent, entre 2 et 2,5% de matière organique, 15-20% d'argile, tout va bien. Alors ces sols, ils stockent bien la matière, les éléments fertilisants, ils résistent et sont résilients aux événements climatiques, hein, notamment l'érosion, les coups de chaud, et l'enjeu est de préserver leur fertilité. Donc, ils ont la capacité de décomposer les amendements et de les stocker en humus stable. C'est possible de rétablir de façon pérenne un taux de MO s'il est un peu faible. Il faudra envisager des apports réguliers et fractionnés afin de maintenir ce taux de matière organique. On peut faire des apports massifs si on a un taux inférieur à 2%. Donc, les apports d'automne sur vigne en place, toujours pareil, des engrais verts semés, plutôt avec des légumineuses pour amener de l'azote et des crucifères qui vont permettre de débloquer la potasse et le phosphore qui peuvent être bloqués dans le sol. Bien sûr, des engrais verts spontanés, parce que là, ça va bien pousser, ça poussera facilement. Et on pourra les enfouir au printemps, un rang sur deux, ou les rouler, ou bien sûr envoyer les moutons. Si on veut les laisser tous les rangs, toujours pareil, attention à la contrainte hydrique, elle va être à définir en fonction de la réserve du sol, de l'objectif de production et aussi de l'année en cours. L'année qu'on vient de passer dans le Gard, bien sûr, vous pouvez laisser des enherbements permanents et les broyer, les laisser en place parce qu'il n'y a pas eu de contrainte hydrique et là, ça va passer correctement. Une année comme 2022 ou 2023, ça ne sera pas le cas. Donc, il faudra s'adapter au contexte météo de l'année. Les amendements sur vignes en place après vendange. Donc ça, on les fait
tous les 2-3 ans, d'origine végétale, toujours pareil, ou animale composté, compost de déchets verts, 15-20 tonnes. Ça apporte de la stabilité, beaucoup de carbone. Le marc de raisin, c'est plutôt moins de stabilité, un fertilisant, 10-15 tonnes à l'hectare. Les fumiers compostés, on va mettre 10-15 tonnes, c'est stabilisant, fertilisant, et toujours pareil, selon la source, le taux d'azote, de phosphore et de potasse peut être très différent. Les apports de printemps, si la vigueur est faible, on pourra mettre des fumiers de volaille, hein, ou des bouchons organiques d'origine animaux. On peut aussi mettre des fumiers frais si vous en avez à proximité. Toujours pareil, c'est le transport qui coûte cher sur ces produits. Mais si vous avez un gisement à proximité de chez vous, des fumiers frais pas trop pailleux, c'est très intéressant. Et bien sûr, avant plantation, on partira sur des couverts et pour faire reposer le sol 3-4 ans si on le peut. Avant plantation, des amendements organiques, toujours végétal et ou animal, les déchets verts de 50 à 80 tonnes, compost de marc de 30 à 60 tonnes et des fumiers compostés de 40 à 70 tonnes en fonction de la qualité. Déchets verts broyés, toujours intéressant si pouvez en avoir pas cher ou gratuit. Il faudra les incorporer un an avant la plantation, de 80 à 100 tonnes, bien criblés, ça j'ai oublié de le dire. Criblage, et le défaut de ces produits, c'est les inertes. Selon d'où ça vient, s'ils ne sont pas bien criblés, tout ça, vous pouvez avoir beaucoup d'inertes, et c'est des fois ce qui fait qu'il y ait des vignerons qui laissent tomber. La dernière classe de sol, donc ce sont les sols avec pas beaucoup de matière organique, beaucoup d'argile, je dirais des sols équilibrés mais faibles en matière organique, assez nombreux dans notre région, hein. Donc ceux-là, ils vont bien stocker les éléments fertilisants, mais ils les restitueront mal parce que les échanges sont perturbés. Ils sont peu résilients aux événements climatiques, soumis à l'érosion. Enfin, dès qu'il pleut, comme on a là, c'est la cata. Ils sont très sujets au tassement et à l'asphyxie et à l'hydromorphie. Donc l'idée, c'est de les restaurer. L'enjeu, c'est de les restaurer. Donc ça, c'est typique, ces sols, vous plantez l'hiver, et puis dès que c'est l'été, vous avez des crevasses énormes. Donc voilà, vous avez blocage de l'évolution de la matière organique en humus stable. Et donc on peut rétablir le taux de MO sur ce type de sol. En gros, il faut jouer sur la structure par l'apport de matière organique massif. Donc, c'est des apports massifs. En gros, si on a 0,9 pour passer à 1,5 minimum, j'ai même 1,5 par rapport aux contraintes climatiques qui sont en train de nous arriver, je dirais que c'est plus que le minimum. Donc, le taux faible, c'est des mauvaises pratiques, hein. Ça peut être le passage d'outils, ça peut être du désherbage, beaucoup de désherbage, et sortir des bois, enfin, pas de restitution. Donc, Cyril, je m'excuse de te couper, on te laisse 1 ou 2 minutes pour conclure. J'ai quasi fini. Donc, où j'en étais, pof, ouais. Donc, voilà. Pour ces parcelles-là, toujours pareil, on peut faire des engrais verts semés spontanés. On les détruira et on les enfouira, ça c'est sûr. Sur vigne en place, tous les 2 ans, après vendange, c'est compost de déchets verts 20 tonnes, compost de marc de raisin 15-20 tonnes, fumier composté 10-15 tonnes. Donc, pour les apports de printemps sur les vignes faibles, pareil, on pourra mettre bovins et équins peu pailleux, des fumiers de volaille, des bouchons organiques, et bien sûr, avant plantation, on fera un engrais vert, c'est très important. Avant plantation, compost de déchets verts 60-120 tonnes, compost de marc de raisin 60 à 80 tonnes et fumier composté 40 à 60 tonnes à l'hectare. Et bien sûr, les déchets verts broyés, là, 1 à 2 ans avant, si vous pouvez les mettre même 2 ans avant, et ça sera entre 100 et 150 tonnes pour avoir ramené vraiment du carbone sur votre parcelle. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup Cyril pour cette intervention très complète qui, je pense, indirectement nous rappelle que le pilotage des amendements se fait à l'échelle de la parcelle.
et que ce qui est idéal sur une parcelle n'est pas forcément idéal sur une autre parcelle avec des caractéristiques différentes. C'est vrai. Et avant de basculer sur le coût qu'a abordé vaguement Cyril, on va d'abord rebondir sur les petites images de moutons qu'il avait dans son PowerPoint. Et on va passer tout de suite à l'intervention de Garance Marcantoni, qui est conseillère viticole dans le Var et qui est la référente Vitibio au niveau national et qui va nous parler d'une pratique gagnant-gagnant entre viticulteurs et éleveurs avec le projet Vitipasto. À toi, Garance. Je te laisse projeter ton PowerPoint. Ok, ben, merci beaucoup et bonjour Alors, à tous. J'ai encore le PowerPoint de Cyril. Est-ce que Cyril, tu peux enlever ton PowerPoint pour libérer la place à Garance, s'il te plaît? Parfait. Garance, tu peux projeter maintenant, je pense. Te mettre en plein écran. Est-ce que c'est bon pour vous? On est bon, Garance, tu peux y aller. Donc, en fait, on a intitulé la présentation Le vitipastoralisme, une contribution en fait à l'évolution agroécologique de la viticulture. L'idée du projet Vitipasto, qui était un projet PACA, était en fait de revisiter cette pratique qui existe sur nos territoires du Sud depuis extrêmement longtemps, mais qui, d'un point de vue agronomique et élevage, se faisait de gré à gré historiquement et n'était pas renseigné par des critères objectivés. Donc, en fait, l'idée dans Vitipasto, qui a été un projet donc rédigé en 2017 et qui s'est fini en 2021, financé donc par la région PACA et l'ADEME à l'époque, c'était d'arriver en fait à développer et moderniser les pratiques de pâturage hivernal dans les vignes. L'idée était de mettre à disposition des éleveurs du fourrage permanent et de diversifier l'offre en fourrage, d'améliorer la qualité des sols viticoles, de diminuer les intrants viticoles, notamment de limiter ou de supprimer l'utilisation d'herbicides en début de saison. En fait, tout ça, on le présentait, mais il fallait encore qu'on montre comment ça se passait. Donc, on a eu une approche sol, une approche vigne, une approche troupeau, et en fait, on a travaillé avec le CERPAM, qui est le centre d'études pour le pastoralisme alpin et méditerranéen. En fait, à la vigne, l'idée, c'était de définir l'impact du pastoralisme hivernal suivant les façons culturelles et le type de terroir. Donc, on avait des parcelles comparables pour pas qu'il y ait de biais, un seul cépage, un seul porte-greffe, même âge. C'était du grenache noir sur R110 qui avait entre 8 et 12 ans. On avait deux terroirs, des grès permiens et des terroirs argilo-calcaires relativement récents. Deux modes de culture, viti-raisonné et viti-biologique, et deux modes de pâturage, depuis plus de 5 ans ou non pâturés. Il faut savoir qu'à l'échelle de PACA, historiquement, on a 4500 hectares qui sont pâturés depuis, j'ai envie de dire toujours, bon, sur 100 000 hectares de vignes, en gros, hein, à la louche, sur la région, c'est pas énorme, mais bon, c'est quand même quelque chose qui était vraiment dans les mémoires et qui était très présent. Donc, en fait, on a fait notre étude sur 24 parcelles. Ça, c'était pour le sol et la vigne. Et au troupeau, c'était qualifier et quantifier la ressource pastorale dans les parcelles qui étaient suivies. Sur le dispositif sol-vigne, on est sur des choses qui sont très courantes et que vous connaissez. Pour le sol, Fospédo, analyse de sol, test bêche, inventaire floristique et faunistique, érosion ou pas d'érosion. Et sur la vigne, fertilité, maladie, sécheresse, véraison matue, dosage de l'azote assimilable dans le mou, dégustation des baies, vigueur et rendement. Au niveau du troupeau, en fait, l'idée, c'était de qualifier, de quantifier la ressource pastorale dans les vignes suivies, de décrire et de quantifier de façon très précise l'alimentation des animaux, les jours de pâturage au vignoble. Et aussi de définir quelles autres ressources sont utilisées sur la période, parce qu'on va s'apercevoir que c'est très important dans nos terroirs, on va dire méridionaux, d'avoir des surfaces additionnelles de pâturage.
Donc, en fait, les principaux résultats concernant le sol et la vigne, on l'a montré, on a mesuré, on a fait tout ce que je viens de vous dire, on a fait des moyennes, etc. Et en fait, on s'est aperçu qu'au niveau du sol et des vignes, on n'avait pas de différence significative par rapport aux différents critères croisés, c'est-à-dire l'effet pâturage, l'effet terroir ou encore l'effet de la certification AB. Mais cette absence de différence, elle permet d'affirmer que le pâturage n'a pas d'effet négatif concernant les sols viticoles et les paramètres agronomiques et de maturité de la vigne. Ce qui pouvait être, à l'époque où on a commencé le projet, un frein au pâturage, parce que certains vignerons avaient peur que ça ait des effets négatifs. Un truc très intéressant et qui s'est regroupé depuis avec les autres projets, notamment Brebis Link, qui ont été menés par les chambres, c'est que les parcelles pâturées présentent une plus forte quantité de légumineuses. Je ne vais pas revenir sur les légumineuses et leur intérêt pour les sols, vous le connaissez tous. Et enfin, en termes d'inventaire entomologique, on s'aperçoit que les insectes sont plus nombreux et appartiennent à plus d'espèces différentes dans les parcelles pâturées. Donc, on a une plus grande biodiversité. Au niveau de l'aspect pastoral, ce qui est très intéressant, si vous regardez le graphique, donc en bleu, on va dire pétard et en bleu turquoise, on a en fait les vignes enherbées, que ce soit naturellement ou artificiellement, d'octobre à droite à janvier, puis mars, si on revient sur la gauche du graphique. Et en fait, on s'aperçoit, si vous regardez un petit peu le pourcentage des besoins du troupeau, que ce pâturage, en fait, notamment de janvier à mars, ça peut représenter jusqu'à 40% de l'alimentation des brebis. Donc, ça peut être une contribution très importante qui est complémentaire aux autres sources indispensables à la viabilité du système. On voit que suivant les millésimes, suivant les terroirs, d'accord, et suivant la structuration des exploitations, on peut avoir de 250 à 480 journées brebis par hectare, d'accord? Donc, ça veut dire une amplitude extrêmement forte, mais qui est aussi liée aux à-coups climatiques et de pousse de l'herbe qu'on peut observer dans le Midi. Il y a des hivers, des automnes qui ne sont pas du tout pluvieux, du coup, l'enherbement naturel, il n'y en a pas. Et puis, il y en a d'autres qui sont vachement favorables et du coup, on va se retrouver sur des amplitudes qui sont très importantes. Donc, en fait, les résultats sont prometteurs, c'est-à-dire que par cette pratique, on peut avoir une forte diminution, voire une disparition des herbicides en début de campagne. On a un enherbement naturel hivernal qui va limiter le ruissellement et l'érosion, qui favorise les légumineuses. On a une plus grande diversité floristique favorable aux insectes et aux auxiliaires. Et ce qu'il faudra encore confirmer, c'est la stimulation de l'activité biologique des sols et surtout des lombriques. Nous, quand on a fait les analyses de sol, au niveau de l'indice d'activité biologique des sols, on n'avait pas de différence aux analyses, d'accord ? Donc, combinaison gagnante, enherbement naturel hivernage, pâturage prolongé et contrôlé, mosaïque de milieu, parce qu'en fait, il faut pouvoir sortir les brebis des vignes quand il pleut, puisqu'elles risquent de tasser avec leurs petits sabots, d'accord, ou quand la ressource n'est pas suffisante et où elles vont passer très rapidement au vignoble, d'accord, et elles auront besoin de surface additionnelle pour leur pâturage. Donc, en termes de pratique optimale du système Vitipasto, côté éleveur, pas de trop gros troupeaux, pas un trop gros chargement à l'hectare, garde si peu d'herbe, filet si l'herbe est suffisante, des parcs de 5 à 10 hectares, et on observe que les temps de séjour, suivant la pousse, ils sont de 1 à 3 semaines maximales. On a de bons niveaux de raclage, et le pâturage est optimal chez nous de décembre à mars, parce qu'il faut tout simplement que l'herbe ait poussé, et que, enfin, je me rappelle au début du projet, en 2017, notamment hiver 2017-18, c'était très compliqué. L'entrée des brebis dans la parcelle doit être précautionneuse, notamment si on a des structures type arrosage ou comme ça, donc il ne faut pas y aller trop fort, quoi. Et le recours aux surfaces complémentaires en cas de forte pluie ou de manque d'herbe est indispensable sur nos systèmes méridionaux. Ce qui est indispensable aussi, c'est une bonne communication entre le viticulteur et l'éleveur pour articuler les pratiques. Donc, du côté du viti, évidemment, favoriser de l'enherbement naturel hivernal et travailler le sol seulement sur le rang si c'est indispensable, mais la plupart d'entre eux ne travaillent pas.
ne décavaillonne pas après les vendanges. Donc, en fait, on a un couvert qui est complet. Il faut abandonner le désherbant si c'est possible. L'après-taille, en fait, la faire bien à l'avance pour arriver à sortir les sarments qui sont présents parce que c'est vrai que les brebis peuvent les disperser. Avoir un palissage et un goutte à goutte, un palissage premier fil à 60 et goutte à goutte pareil parce qu'on a des petites races de brebis, mais quand même moins de 60 cm. Il faut qu'elles puissent circuler facilement entre les rangs. Épandage des engrais, des fongicides après la période du pâturage, mais en général, c'est le cas de toute façon. Et mise à disposition de l'éleveur de surfaces complémentaires comme les friches, les bois, les parcelles au repos, enfin tout ce qu'on peut trouver. Bonne communication avec l'éleveur pour articuler les pratiques. Donc, les perspectives, c'est de proposer des outils opérationnels pour le développement du vitipastoralisme, un référentiel d'itinéraire technique, une méthode de diagnostic vitipastoral. Je veux le faire, est-ce que je peux le faire, est-ce que je peux pas? Tout simplement, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a une érosion continue de bergers, d'accord? C'est un métier qui est difficile et des fois, on ne peut pas le faire tout simplement parce qu'il n'y a pas de troupeau et pas de berger à proximité. Donc, des mesures agro-environnementales incitatives pour la prochaine PAC, une charte des bonnes pratiques et une aide à l'acquisition de matériel adapté, notamment pour les vitis, qui passeraient en fait de techniques de labour et de désherbage, on va dire, un peu systématiques, à des techniques différentes d'entretien du sol. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'on a fait un petit film qu'on va vous mettre en lien dans la conversation après, justement, un petit film de 4 minutes qui illustre très bien, en fait, les pratiques, en tout cas, sur le Var. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Et pour la petite histoire, il faut savoir que depuis ce projet, l'ODG Châteauneuf-du-Pape généralise la pratique sur 800 hectares, avec une très forte implication au niveau de l'ODG. Merci beaucoup, Garance, pour cette présentation sur une pratique dont on entend souvent parler et qui tend à se développer. Je vous propose d'enchaîner avec notre dernière intervention, avec donc Margot Huette, qui est chargée de mission viticole bio chez Sud-Vin Bio et qui va apporter une question fâcheuse qui concerne, je pense, toutes les interventions précédentes et notamment celle de Cyril, qui est le coût économique des apports en matière organique dont on vous a parlé depuis le début de cette conférence. Et donc, Margot, on te laisse la parole. Merci Emma. Bonjour à tous. Donc moi, je vais aborder tout ce qui est coût des matières organiques en vous faisant en fait des retours d'expérience sur un outil d'aide à la décision qui s'appelle Gémeaux. Donc, à l'origine de cet outil d'aide à la décision, c'est un groupe de travail régional composé donc du CIVAM Bio des Pyrénées-Orientales, des chambres d'agriculture d'Occitanie, des chambres d'agriculture donc du Gard, du Lot et du Tarn et de Sud-Vin Bio. Dans ce groupe de travail, nous avons donc réalisé un guide qui présente en fait des principes de fertilisation en viti bio, ainsi qui aborde aussi le contexte réglementaire et qui va contenir aussi beaucoup de descriptifs de différentes matières fertilisantes organiques. Et puis donc, je vous le disais, on a travaillé donc sur un outil d'aide à la décision, Gémeaux. Donc Gémeaux pour gestion économique de la matière organique. Donc, comme nous avons pu le voir dans différentes présentations, on peut avoir donc différents objectifs recherchés par les viticulteurs. Et ces objectifs peuvent être, par exemple, une augmentation de la disponibilité en azote dans le sol ou pour augmenter donc, la vigueur de la vigne. On peut également avoir un objectif sur l'augmentation ou le maintien de l'humus stable dans le sol. Et puis également, on peut avoir une combinaison des deux. Pour le premier objectif, on l'a vu aussi également, je passe vite, on va choisir des matières stables qui vont être très labiles et facilement minéralisables. Et pour le deuxième objectif, on va plutôt choisir des matières organiques stables. Donc, ce que va proposer en fait Gémeaux, c'est d'aiguiller vraiment, de pouvoir être aiguillé dans des stratégies de fertilisation organique en faisant des simulations économiques. Donc, Gémeaux permet vraiment de mieux appréhender les coûts des différents apports de matière et également leur mise en place à la parcelle. Donc, l'OAD va vous permettre en fait d'estimer ces coûts de mise en place,
à partir en fait de produits. Donc, on a sélectionné des produits qui étaient disponibles dans les différents départements, enfin dans différents départements d'Occitanie. Et ce, donc pour 5 grands objectifs de fertilisation. Donc, on a 2 objectifs qui concernent plus, qui sont plus des objectifs azotés, tout simplement, avec amener 30 unités d'azote et amener 50 unités d'azote. Et puis après, on a des objectifs de fertilisation qui concernent plutôt le bilan humique, donc qui sont de redresser de 1% le taux de matière organique de son sol avant plantation et puis également sur vigne en place, et puis de compenser les pertes d'humus annuelles qui sont estimées dans cet outil à 500 kg par hectare et par an. Alors, l'outil Gémeaux, il se présente sous un fichier Excel. Donc, dans ce fichier Excel, donc je vous ai mis le lien en fin de présentation pour que vous puissiez le télécharger. Vous allez retrouver dans ce fichier une notice d'utilisation dans laquelle vous retrouverez en fait vraiment tous les postulats agronomiques et économiques qu'on a utilisés et qui font tourner en fait cet outil. Alors, dans le tableau que vous pouvez voir à l'écran, vous pouvez faire varier des prix unitaires de matières fertilisantes. Donc, c'est la colonne tout à droite qui est colorée en jaune. Et puis, vous pouvez également faire varier donc, les caractéristiques agronomiques des produits, donc tout ce qui est azote, phosphore, potassium, et également tout ce qui est en lien avec le potentiel humigène, donc l'ISMO, quand vous l'avez, l'humus, etc. Donc, tout ce qui est colonne jaune, c'est ce que vous pouvez en fait vraiment faire varier dans cet outil. Puis Gémeaux va du coup calculer en fait une quantité de produits à apporter en fonction de l'objectif que vous aurez choisi. Et puis, il va vous calculer surtout, vous faire une estimation en fait du coût total de la stratégie. Donc ça, c'est la dernière colonne de ce tableau. Vous avez des chiffres en gras. Donc ça, c'est vraiment le coût de la stratégie totale. Et cette stratégie totale, elle se calcule en fait par la somme du coût de la stratégie bord de champ. Donc c'est le coût de la quantité de produits nécessaires à amener pour remplir l'objectif qu'on a choisi. Et à cela, on ajoute une estimation du coût de la mise en place, donc le coût de l'épandage. Alors, au niveau des retours d'expérience, donc Gémeaux, c'est un outil qu'on utilise pour l'instant lors de formations ou d'animation dans des groupes défis ou 30 000. Et on va regarder ensemble quelques exemples de son usage. Donc ici, nous sommes dans un objectif d'apport de 30 unités d'azote et on compare 2 produits organiques commerciaux en bouchon. Donc on a sur la première ligne un produit assez classique, qu'on utilise assez classiquement, donc un produit 333, qu'on va comparer donc à un autre engrais qui lui va être à plus forte valeur de NPK, donc 7, 4, 10. Donc, on a rentré les caractéristiques agronomiques, donc c'est les colonnes qui sont coloriées en gris. Et du coup, Gémeaux nous a calculé la quantité de produits bruts à épandre pour atteindre donc, notre objectif de 30 unités d'azote. Donc, on doit apporter 1 tonne du premier produit 333 et 0,4 tonnes du second produit de cet engrais, donc à forte valeur NPK. Ensuite, on doit entrer donc dans Gémeaux le prix unitaire du produit. Donc ça, c'est le prix que le fournisseur vous propose. Donc on est ici sur 550 € la tonne sur le produit à forte valeur NPK et à 400 € la tonne pour le produit 333, puisque la quantité d'azote est plus importante dans le produit 7410. Si on regarde ensuite donc, le coût de la stratégie bord de champ, on voit qu'elle est plus élevée donc, pour le produit 333, puisqu'en étant moins riche en azote, on doit apporter une quantité plus importante pour atteindre l'objectif. Et au niveau du coût donc, de la mise en place, sur des produits normés, donc Gémeaux calcule ses coûts sur des tarifs forfaitaires de 63 € à l'hectare jusqu'à 500 kg de produits à épandre, et puis il passe ensuite à 95 € hectare pour une quantité de produits à épandre comprise entre 500 kg et 1 tonne.
Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve avec un coût de mise en place de 95 € à l'hectare pour le produit donc à faible valeur NPK et 63 € à l'hectare pour l'engrais à forte valeur NPK puisqu'on n'en apporte que 0,4 tonnes. Et donc, à la fin, on obtient, donc dans la dernière colonne, eh bien, un coût total de la stratégie. Donc, on obtient un coût total de 495 pour l'engrais à faible valeur NPK et de 298 € par hectare pour l'engrais à forte valeur NPK. Alors là, je reste toujours dans un objectif d'apporter 30 unités d'azote, mais je vous ai ajouté, donc on retrouve le premier produit, là, l'engrais à faible valeur NPK 333. Je vous ai ajouté donc 2 produits différents. Donc vous avez en vert un compost de déchets verts et en marron un compost fermier mixte, donc déchets verts et fumier, qui ont du coup des profils un peu plus d'amendement. Donc on peut voir ça donc, aux valeurs de C sur N, qui sont un peu plus élevées pour ces 2 derniers produits. Et puis, si on regarde en termes de coût, donc de prix unitaire du produit, en fait, en euros à la tonne, on voit bien que ces 2 produits des composts sont vraiment beaucoup moins chers, puisqu'on est à 27 et 15 € la tonne. Donc, c'est ce qui va permettre en fait de faire diminuer donc, le coût de la stratégie bord de champ, puisqu'on est sur des stratégies entre 50 et 100 € l'hectare, contre 400 € l'hectare sur un engrais à faible valeur NPK. On a donc ces coûts de stratégie bien inférieurs. Et donc, en fait, on va même doubler le coût avec le produit normé. Donc, l'avantage également de ces composts-là dont je vous parle, c'est qu'ils permettent aussi de coupler l'apport d'azote à un apport en humus. Donc, on voit là que ces 2 produits permettent d'apporter 0,9 tonnes d'hectare. Pardon, 0,9 tonnes à l'hectare et 0,7 tonnes à l'hectare d'humus. Donc, ce qui peut être intéressant dans notre stratégie de fertilisation. C'est vraiment donc un levier qui va pouvoir nous permettre en fait qu'on va pouvoir utiliser pour vraiment minimiser certains coûts en choisissant donc des matières organiques, des matières fertilisantes en fait qui vont être moins onéreuses et qui peuvent permettre aussi, comme je vous le disais, donc de répondre à d'autres objectifs de fertilisation, comme le maintien, par exemple, d'humus stable dans son sol. Alors, maintenant, on va regarder un autre objectif de fertilisation, qui est celui de redresser le taux de matière organique de 1%. Donc là, je vous ai mis donc avant plantation et sur vigne en place. Et je vous ai pris donc l'exemple de compost de déchets verts. Donc, c'est vraiment le même produit et on va le placer soit avant plantation ou soit sur vigne en place. Donc, comme le disait Cyril, c'est une donnée qu'on a reprise dans Gémeaux. La valeur retenue donc, d'humus stable à amener pour atteindre un objectif d'augmentation de 1% le taux de matière organique dans le sol, c'est vraiment d'apporter 35 tonnes d'humus stable par hectare. Donc ça, c'est une valeur vraiment médiane qu'on a choisie et qui peut bien évidemment varier en fonction de la densité de votre sol et de la quantité de terre fine. Et c'est quelque chose que vous pouvez aussi faire varier à l'usage dans l'outil Gémeaux. Donc Gémeaux vous permet là aussi donc, de comparer des coûts. Donc si on prend la coût de stratégie bord de champ, elle est exactement identique qu'on place avant plantation ou sur vigne en place. En revanche, c'est le coût de la mise en place qui va varier. Puisqu'en fait, tout simplement, on s'est basé sur des coûts forfaitaires de prestations. Et le coût en prestation avant plantation est de 12 € la tonne épandue contre 24 € la tonne sur vigne en place. Donc on passe vraiment du simple au double. Et c'est pour ça qu'on a du coup des coûts de total de stratégie qui sont beaucoup plus importants sur vigne en place. Donc vraiment, pour cet objectif de fertilisation, on voit que la stratégie elle peut être plus ou moins onéreuse en faisant varier vraiment la matière
fertilisante qu'on va choisir. Donc là, je vous ai pris que le compost de déchets verts, mais ça peut varier si on prend par exemple du fumier, etc. Mais dans tous les cas, le coût de la stratégie totale sera toujours moins importante avant la plantation. Alors, Gémeaux inclut aussi une pratique complémentaire qui est l'enherbement. Donc, dans cet outil, l'approche, elle est un peu inverse, c'est-à-dire qu'on quantifie en fait la biomasse sèche à produire sur la parcelle pour atteindre en fait l'objectif de fertilisation qu'on veut atteindre. Donc, je vous ai mis ici l'exemple d'un enherbement tolérant composé d'un mélange de légumineuses, crucifères et graminées qu'on va broyer plutôt précocement sur un objectif de redresser le taux de matière organique de 1%. Donc, si on regarde bien, on voit qu'il faudrait produire 350 tonnes de matière sèche pour arriver à remplir cet objectif. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est irréalisable puisque cette quantité de matière sèche est vraiment trop importante. Ça pourra se réaliser, mais plutôt sur un pas de temps très très long, d'une dizaine d'années plus tôt. En revanche, si on se met dans un objectif de compensation de perte annuelle d'humus, donc je vous rappelle qu'on a estimé à 500 kg par hectare dans Gémeaux, on voit bien que là, les enherbements sont intéressants puisque il faut arriver à produire 5 tonnes de matière sèche avec notre couvert. Donc ça, c'est des choses qui sont plutôt réalisables. Et puis, Gémeaux va également vous donner pour ces stratégies couverts végétaux une approche économique, avec donc un prix de la semence que là aussi vous pouvez faire varier. Donc là, on l'a estimé à 110 €. Et puis, un coût de la mise en place qui va varier en fonction dans l'outil, vous verrez, si vous décidez plutôt de broyer ou de rouler votre couvert. Donc là, comme j'ai pris un engrais vert qu'on allait plutôt broyer, on est à un coût de mise en place de 108 € à l'hectare. Donc, ce coût de 108 € à l'hectare va prendre en compte en fait l'amortissement du semoir, le coût de la main-d'œuvre et également de la traction. Voilà, et donc en fait, vous allez retrouver tous ces détails de coûts dans la notice d'utilisation de l'outil. Donc, je ne m'étends pas plus là-dessus. Alors, pour conclure, finalement, dans un contexte économique actuel qui est assez compliqué, Gémeaux représente vraiment une aide en fait pour maîtriser certains coûts ou d'ailleurs permettre d'adapter au mieux certains choix de matières fertilisantes à l'objectif qu'on recherche. Et les différents leviers qui apparaissent sont vraiment de diversifier les familles de matières fertilisantes organiques, peut-être de passer à l'usage de matières fertilisantes qui ont des coûts peut-être un peu plus faibles, parce que ça existe. On peut également coupler les apports azotés et d'humus en choisissant des matières fertilisantes organiques un peu plus adaptées à ce double objectif. Et également, un gros point, c'est d'anticiper sa stratégie de fertilisation et de faire des apports qui permettent d'augmenter, par exemple, des quantités d'humus stable avant la plantation. Donc, vraiment, ce côté d'anticipation de sa stratégie de fertilisation de manière globale. Et puis, enfin, utiliser des couverts végétaux qui peuvent compenser, parfois en tout cas, hein, et dans certaines conditions, des pertes annuelles d'humus. Je vous ai donc mis différents liens pour pouvoir télécharger cet outil, un replay d'un webinaire qui vous présente et qui vous aidera à prendre en main cet outil, et puis également le guide dont je vous parlais tout à l'heure. Merci beaucoup. Super Margot, merci pour ta présentation qui abordait pleinement cette thématique du coût économique des apports en matière organique. Je vous propose, vu le temps, de passer directement et sans trop de transition aux questions.
Et on va commencer par des questions pour Garance, qui doit partir un peu plus tôt que nos autres intervenants. Et Garance, dans les questions, on a des craintes qui sont formulées, 2 craintes qui reviennent par rapport au vitipastoralisme. La première, c'est le tassement du sol, et la deuxième, c'est la toxicité du cuivre sur les brebis. Est-ce que tu as des éléments sur ces 2 points qui inquiètent dans les questions? Alors, c'est des questions qui reviennent tout le temps, ça, et nos sous-seuils. Le tassement du sol, donc nous, on ne l'a jamais observé, d'accord, mais il implique, donc il faut vous dire que dans le panel des parcelles suivies, il y en avait qui étaient pâturées depuis plus de 40 ans, d'accord. C'est quand on a fait nos profils de sol, etc., c'est des problématiques qu'on n'a jamais observées. Et en fait, ce qui est important, c'est d'avoir un binôme vigneron-berger réactif, parce que c'est à la limite des situations qui pourraient s'observer en cas de forte pluie, si le troupeau reste dans les vignes, d'accord? D'où l'intérêt d'avoir des surfaces additionnelles et de pouvoir rapidement évacuer les brebis des parcelles. Donc voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, vous savez comme moi qu'on est quand même sur des doses optimisées de cuivre, en tout cas l'utilisation, d'accord? Et que même si on passe plus souvent, on passe avec des doses plus faibles, d'accord? Pour avoir un retour, ce qui me fait toujours sourire. On a un retour sur la ferme expérimentale de Cahors dans les années 50. Ils utilisaient plus de 50 kilos de cuivre par hectare et par an, d'accord? Donc, puisqu'ils ont tout qui est noté, ils ont... voilà, c'est pour vous donner une idée par rapport à ce qu'on utilise maintenant. En général, au moment où les brebis vont pâturer, les derniers traitements au cuivre datent maxi du mois d'août, voir si on a voulu faire le petit cuivre, le dernier petit cuivre pour la mise en réserve dont on ne connaît pas vraiment l'utilité en fait, peut-être de septembre, d'accord. Mais en principe, comme on a eu des pluies d'automne, on n'a plus de cuivre résiduel. Alors, si ça vous intéresse, le FIBEL de la Drôme a fait une étude poussée en faisant des analyses de tissus, notamment sur le foie des brebis, d'accord? Et on n'a pas de résidus qui font encourir des risques, d'accord, au niveau du troupeau. Les seuls risques avérés, en fait, au niveau d'un troupeau, mais ça, c'est quantifié, on le sait depuis un moment, c'est le glyphosate qui augmente le risque d'avortement chez les brebis gestantes. D'accord? Voilà. Après, par rapport au cuivre, il n'y a pas de problématique qui était mise en évidence. Super. Merci Garance pour tes réponses très claires. Je te propose de passer à une question qui est un peu plus transversale. On va peut-être l'adresser à Laure, mais les autres participants, n'hésitez pas à apporter votre point de vue si vous en avez envie. Laure, on avait une question qui concernait en fait, dans le cas, on met souvent en avant l'importance de l'enherbement et son influence positive. Et est-ce qu'on négligerait pas l'influence du non-travail du sol qui est cachée derrière l'influence de l'enherbement? Alors, j'imagine que c'est par rapport au stockage de carbone, Oui. la question. Ouais. Alors, il y a des études assez récentes sur des sites d'études long terme, mais plutôt en grande culture, en fait, pas en viticulture, qui ont mis en évidence que le travail du sol en lui-même, à l'échelle, comme je vous ai présenté, en fait, du stockage du carbone sur plusieurs dizaines d'années, ne limitait pas, en fait, le stockage du carbone. Voilà, parce que en fait, si on s'intéresse on va dire à l'ensemble du profil, on voit que on a, c'est surtout des essais labour dans labour. On voit souvent qu'on a une redistribution du carbone au sein du profil, mais que le stock du carbone en lui-même n'est pas directement impacté à long terme par le travail du sol. En revanche, ça ne veut pas dire qu'à court terme,
on n'a pas des effets du travail du sol sur la minéralisation de la matière organique. Voilà. Donc, ceci dit, quand on parle des effets bénéfiques de l'enherbement, c'est quand même beaucoup les effets bénéfiques de l'enherbement, c'est-à-dire là, les entrées de biomasse, à la fois aériennes et racinaires, plus après tous les autres effets de l'enherbement sur les propriétés physiques du sol et notamment l'augmentation de la capacité d'infiltration de l'eau dans le sol et donc d'éviter des pertes aussi de sol par érosion, etc. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à cette question. Alors, j'ai fait référence aux petites fiches en fait scénario là qui serait bientôt disponible sur notre site internet. Et en fait, dans ces fiches, il y a une fiche introductive sur laquelle il y a un lien vers ces études-là, en fait, sur travail du sol et stockage du carbone. Voilà, pour ceux qui veulent en savoir plus. Mais après, je peux vous diffuser les liens plus en direct, si besoin. Merci beaucoup, Laure. On avait aussi pas mal de questions qui concernaient les protocoles pour le réseau matière organique. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on envoie ton adresse mail à ces personnes-là plutôt que de tout rebalayer ici sur les questions bien vraiment sûr. protocole? Oui, Ça marche. parce qu'effectivement, je ne suis pas rentrée dans le détail, mais pour mesurer les stocks de carbone dans le sol, il y a des protocoles qui sont assez spécifiques et assez lourds si on veut vraiment avoir ces données-là, quoi. Ça marche. Merci. Question pour Margot, cette fois. Par rapport aux coûts qui sont qui sont montrés utilisés dans l'outil Gémeaux, est-ce que le coût de la livraison est pris en compte, notamment pour tout ce qui est compost? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'il faut additionner à part? Alors, pour tout ce qui est produit en vrac, donc compost et, pardon, oui, pour tout ce qui est compost, on a fait en fait, oui, on a pris en compte en fait au global un coût avec une prestation d'épandage. Voilà, donc ça c'est pris en compte, mais c'est des choses qu'on peut faire varier après dans l'outil. Une fois qu'on l'a un peu manipulé, c'est des choses qui sont faciles à faire varier. Oui, c'est-à-dire que l'utilisateur peut ajouter lui-même un coût supplémentaire, par exemple, qu'il verrait, il a Oui. la main dans l'outil pour ajouter ces variables-là. Oui, c'est ça. Merci Margot. Cyril et aussi un peu les autres, hein, si vous avez envie. On avait une question sur tout ce qui était qualité des déchets verts, notamment qualité des déchets verts broyés en déchetterie. Comment s'assurer, la question était formulée comme ça, comment s'assurer de la bonne qualité des composts qui sont achetés? Oui, ça en gros, c'est les stations qui les broient et qui trient, hein. C'est le produit au départ, hein, c'est-à-dire si les déchetteries, le tri déchets verts et autres déchets est mal fait, on aura des inertes. S'ils font bien leur boulot, normalement, en termes d'inertes, ça va quoi, il n'y a pas grand-chose. Merci Cyril. Et autre question, là on a eu beaucoup de questions sur le moment d'apporter ces amendements. Alors je pense que c'est d'actualité selon notre calendrier viticole, mais on a eu nombreuses questions sur quel moment idéal pour les fientes, quel moment idéal pour les fumiers frais, quel moment idéal pour les bouchons. Ah, ah. Bah, pour tout ce qui est, quand on veut ramener de la stabilité, hein, donc marc de raisin, compost de déchets verts, en gros, tous ces produits-là stables avec une ISMO élevée, C/N élevée, c'est après vendange. Dès que vous pouvez lancer le chantier, dès que vous avez fini de vendanger, enfin, on prenait un peu de vacances, hein, mais en gros, à partir de octobre, novembre jusqu'au décembre, vous pouvez y aller, quoi. Même, mais le mieux, c'est le plus tôt possible pour qu'ils commencent à composter, à minéraliser. Ça, c'est pour les trucs stables, bien compostés. Après, les fumiers frais, s'ils sont pas pailleux, et là, il y a une telle diversité de types de fumier, hein. Si c'est des fumiers frais très peu pailleux, c'est des choses qu'on va mettre plutôt février-mars. Parce qu'il y a de l'azote et c'est ce qu'on recherche.
ça va être l'azote. Pareil pour tout ce qui est les bouchons, les 950, les 6410, les trucs comme ça. Tout ce qui est bouchon ou fumier de poule, c'est des choses qu'on va mettre en février. Quand le sol se réchauffe, on sait que ils vont commencer à minéraliser au débourrement en fonction des pluies et de la température, hein. Ça, je dirais, là, c'est pas la formule stricte, hein. Il y a vraiment la notion pluvio-température qui va faire que ça va minéraliser ou pas assez vite. Et le type de sol, bien sûr. Plus on va être sur un sol sableux, léger, plus vite ça va minéraliser. Si c'est des sols plutôt argileux qui se réchauffent moins vite, on dira qu'on les mettra début février, sol léger, on pourra les mettre fin février. Merci beaucoup Cyril. Et je vous propose une dernière question avant de passer au mot de clôture par Pierre. Margot, vu qu'on avait beaucoup de participants de l'Hérault, selon l'outil VMO, est-ce que tu saurais nous dire la matière organique la moins odéreuse pour redresser un taux de matière organique d'1% par exemple dans l'Hérault? Alors, pour l'Hérault, Gémeaux propose, c'est des coûts à peu près, c'est surtout le compost de déchets verts qui va revenir être la solution la moins onéreuse dans l'Hérault. Et Merci on beaucoup. se retrouve ça dans d'autres départements aussi. Ça marche. Merci. Pierre, si tu veux nous faire ton mot de conclusion. Merci Emma et merci à l'ensemble des intervenants. Alors je pense qu'on vient de voir que l'apport de matière organique il est de plus en plus nécessaire et malheureusement je dirais qu'il va devenir de plus en plus difficile à stocker dans nos sols. Laure Gontier l'a bien démontré, hein, ce sera au regard des scénarios climatiques et ce qui a été présenté ne correspond pas au scénario climatique le plus pessimiste. Mais dans tous les cas, il faudra en stocker de plus en plus parce que nous allons perdre justement au fil des années. Bon, on l'a souligné sur du long terme. Pour autant, les questions de rentabilité des exploitations, on en a bien conscience, elles passent avant avant celle des sols, finalement. Cyril et Margot, ils ont présenté des exemples concrets d'apport de matières organiques et de coûts de ces matières organiques. Cyril a bien démontré que finalement, et pour répondre à la question qui a été posée à Margot, que la matière organique la moins onéreuse, c'est celle que l'on n'achète pas, qui peut provenir du végétal, à nouveau sur du long terme. Et Margot a bien démontré que finalement les matières organiques les moins onéreuses provenaient déjà d'une part la première des déchets verts et la seconde, je dirais de manière générale, des déchets animaux, donc plutôt des fumiers. En tout cas, sur ces questions-là, je pense que la réponse viendra des acteurs de la filière. Pourquoi? Parce que pour le moment, tout ce qui est je dirais les déchets verts ou les composts de déchets verts, ce sont des solutions qui sont à mon sens trop localisées, des solutions que je qualifierais d'opportunisme en fonction de la localisation des viticulteurs et qui n'auront finalement que de solutions que par l'ensemble, je dirais de la structuration de la filière, par l'ensemble des acteurs, hein, filière qui sont en train de se structurer. Mais qu'il faudra structurer déjà d'une part sur les réseaux de matières organiques, mais également, comme on l'a vu avec Margot, sur l'acquisition de matériel pour les viticulteurs. Voilà, sur ce sujet, je pense que les viticulteurs, historiquement, étaient polyculteurs ou viticulteurs ou éleveurs viticulteurs. C'est une des solutions, on l'a vu avec Garance. Ou alors, effectivement, aller trouver d'autres matières organiques, mais à la seule condition que la filière soit bien structurée. Donc je conclurai là-dessus. J'aimerais quand même rapidement remercier l'ensemble des intervenants qui sont intervenus dans ces présentations. Vous avez ici un exemple. L'intérêt de cette conférence viticulture bio, c'était aussi de réunir des différents acteurs, des chambres d'agriculture, du CIVAM, de l'IFV, du Sud-Vin Bio, des chercheurs, des universitaires notamment, et pour vous montrer également que justement si on se structure et si ensemble on tente d'améliorer déjà d'une part les pratiques et donner des réponses très concrètes aux problématiques des viticulteurs, on pourrait tenter de répondre notamment à certaines problématiques sur le sol. Voilà, je m'arrêterai là, on s'excusera pour le temps. Naturellement, on est bavard, mais je dirais que les personnes bavardes sont souvent passionnées, donc c'est une très bonne chose.
Merci beaucoup, Pierre, pour ce mot de clôture et aussi merci pour ta contribution à cette conférence sur la fertilité des sols. Je rappelle aux participants que vous allez recevoir d'ici quelques jours un mail avec les liens vers les replays de jeudi dernier, replay d'aujourd'hui, mais aussi les supports de présentation de nos intervenants à télécharger un format PDF. Et puis, on se retrouve l'année prochaine pour la conférence régionale Vitibio 2025, dont la thématique reste encore à définir. Bonne soirée. Au revoir.